Parfait, ben voilà, c'est parti. Denis, ça va bien? Très bien. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, hey, on est content. C'est cette. Un projet, une idée qui vient émerger, je pense, dans nos vies. Ben oui. Qui est tout à fait adapté à la période actuelle. On appelle ça un vlog, Un podcast slash vlog qu'on appelle Vérité et mensonges du marketing. C'est pas prétentieux, c'est vraiment un exercice de dire, mettons une ligne, puis regardons tout ce qui se raconte dans l'univers du marketing. On est tous les deux des personnes d'expérience qui ont vu, qui côtoient au quotidien des entrepreneurs, des entreprises, des organisations. Puis, on est tous les deux confrontés justement souvent à des légendes urbaines ou des mythes, des affaires à la mode. Il y a quelqu'un, ils ont croisé quelqu'un à la fin de semaine, puis ça devrait être qu'est-ce que je fais avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce que je fais avec la stratégie numérique. Mais on est des gens de marketing. Exact. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour participer ou écouter ce premier vlog slash podcast et on s'est dit comme premier sujet pour lancer les hostilités, quoi de mieux que de parler bien sûr du sujet brûlant dans l'actualité. Et j'ai parlé bien sûr de Facebook et tout la controverse autour de Cambridge Analytica. Les médias en ont parlé amplement avec tout l'aspect de la vie privée, mais je pense que ce serait intéressant d'en parler aussi. Quelle est l'implication pour les entreprises, pour les PME qui, on le sait, hein, c'est plus de 2 milliards d'utilisateurs à l'échelle mondiale, et ça exclut la Chine. C'est 1,3 milliard d'utilisateurs actifs sur Facebook à tous les jours. Dernier chiffre que j'ai vu là, de mémoire, c'était un peu plus de 50 millions d'entreprises qui ont une présence sur Facebook, donc gestion de page, placement publicitaire. Alors, les implications qu'on a, quelle tête qu'on a par rapport à ça, Denis? D'abord, on a vu monter le phénomène de Facebook, hein, comme un espace de sociabilisation, de réseautage. Puis très, très rapidement, les firmes publicitaires, les analystes, les stratèges marketing ont vu tout l'avantage aussi de participer à ces réseaux-là qui s'étendaient, se constituaient à partir des champs d'intérêt, de la parenté, des amis retrouvés, etc. etc. Tu sais, de l'histoire de Zuckerberg qui invente un système pour gérer les finissants dans une école. On est loin de ça, là. Versus l'outil de communication, marketing qu'il est actuellement. Bien, on est deux univers. Et là, on est dans un univers qui s'est constitué à partir d'essais d'erreurs. Beaucoup d'analystes disaient c'est le Far West. Tu sais. Mais là, on atteint un premier crunch majeur où on sentait véritablement que Facebook, là où nos habitudes de consommation, de lecture, ben, on était accompagné. On était accompagné d'une offre publicitaire, on était accompagné d'une offre d'intérêt. Même les types d'articles qui étaient postés par d'autres personnes, nos amis, si on avait eu un peu d'intérêt, mettons, pour des articles de gauche. Puis là, on avait constamment des articles de gauche qui nous étaient. C'est le principe et vice-versa. Le principe de ce qu'ils appellent aux États-Unis, ils appellent ça le echo chamber. Hein, on voit de plus en plus passer des informations. Donc, si moi, je suis de droite, j'ai des amis de droite qui partagent des éléments de droite, donc, mettons, pour dire les choses différemment, conservateur versus libéral, je vois pas passer l'argumentaire des gens qui ne pensent pas comme moi. Donc, je suis conforté, je vois que passer des publications. Donc, l'algorithme de Facebook, qui est bien pensé, si on regarde dans l'absolu, puis qu'on se dit, on va te pousser des publications de gens comme toi ou de ta famille, ça fait en sorte, par contre, que là, on se retrouve où est-ce que les gens qui pensent d'une manière, et on l'a vu au-delà des élections américaines, les sondages, ils avaient regardé un ensemble d'éléments, puis c'était Clinton qui pratiquement haut la main s'en sortait, et on a vu des erreurs dans les sondages électoraux au Canada, au Québec, depuis quelques années. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe avec les firmes de sondage? Mais c'est parce qu'il y a beaucoup... Les gens se confortent dans les médias sociaux, puis ils disent, non, tout le monde est anti-Trump, et au contraire, tu vois ça le jour du vote. Alors, il y a tout ce phénomène-là. Maintenant, c'est ça, il faut comprendre comment est-ce qu'on vit avec ça aujourd'hui. Là, on arrive dans une situation où Facebook, par absence de prudence, a donné accès à ces données pour soi-disant une étude d'un universitaire qui, lui, l'a revendu parce qu'il faut bien quelqu'un qui comprendre, avait un objectif politique
derrière l'utilisation du comportement de 50 millions d'usagers. Parce que c'est ça qui s'est passé. Hein? Il y a eu 270 000 utilisateurs qui ont participé à un sondage en ligne. Cependant, ça a ouvert la porte et ces 270 000 utilisateurs-là, leur réseau à eux, ça fait en sorte qu'on a donné l'accès à toutes les données en ligne allant jusqu'à la vie privée pour plus de 50 millions d'utilisateurs. Donc, ça fait en sorte que et la firme derrière ça, Cambridge Analytica, moi ce que je savais pas, c'est que c'est un des fondateurs, c'est Steve Bannon, qui est, comme on sait, le gourou qui était derrière Trump et évidemment avec le mouvement de l'extrême droite américaine. Et donc, c'est cette firme-là qui était derrière l'intelligence qui a mené en partie, on ne saura jamais, bon, peut-être qu'on saura un jour, mais derrière le Brexit, l'influence qu'il a pu avoir eu justement dans certaines publications au Royaume-Uni à ce moment-là. Aux États-Unis en 2016, avec l'influence, semble-t-il, il y avait certaines pattes russes, il y avait certains mouvements. Donc, alors on voit que ça, c'est d'un point de vue politique, mais d'un point de vue business. Ça continue à se pratiquer à tous les jours. Et c'est là que les grandes questions se posent actuellement. C'est que probablement que Facebook vient en heurtant l'espace politique, en heurtant l'espace du fonctionnement démocratique, en permettant même à un gouvernement étranger de s'inscrire dans le processus électoral aux États-Unis. Je pense que là, on vient d'atteindre une limite et le législateur, que ce soit européen ou de la Grande-Bretagne ou aux États-Unis, peut-être même ici au Canada, on va encadrer l'utilisation des données personnelles à des fins politiques ou autres. Et je pense que tu mets le doigt sur probablement l'apprentissage qu'on aura fait de toute cette histoire-là, c'est probablement qu'effectivement, il y a un besoin de réglementation. Alors, des fois, c'est sûr, quand on parle de réglementation dans certaines sphères, surtout en Amérique du Nord, on est plus réfractaire, on dit non, laissons le libre marché, alors qu'en Europe, il y a beaucoup plus de réglementation au niveau de la vie privée, au niveau de l'utilisateur. On a vu les Google de ce monde recevoir des amendes assez salées en Allemagne. La France, le Royaume-Uni, différents pays ont décidé de légiférer contre, moi je regarde dans le domaine touristique, l'utilisation que faisaient les Expedia, les Booking.com, alors qu'en Amérique du Nord, on est beaucoup plus laxiste. Ça va être intéressant. Maintenant, j'ai une question pour toi, parce que moi, j'ai ma petite idée, mais je vais entendre ton opinion. Dans la foulée des dernières révélations, dernières semaines, on voit certaines entreprises, Elon Musk notamment de Tesla et de SpaceX, il y a eu aussi des artistes, je pense Massive Attack, des différentes entreprises qui disent « on ferme notre compte sur Facebook ». Et Elon Musk, évidemment, le gars derrière Tesla, c'est 5 millions d'abonnés, là, c'est quand même des grosses pages. Bonne idée, mauvaise idée? Puis je te demande qu'il y a des individus emboîtés de poche. Je voyais récemment qu'il y avait eu quelques chiffres donnés où effectivement il y avait une vague. On ne parle pas de quand même de 100 millions de personnes, là, mais on parlait de 1 million ou 2 personnes qui s'étaient déjà retirées de Facebook. C'est sûr qu'il y a une prise de conscience. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée? Moi, je pense qu'il est beaucoup trop tôt de voir dans quelle direction va se prendre l'encadrement général ou l'utilisation des données, mais moi, je suis convaincu que dans les prochaines années, on va avoir l'option volontaire ou non volontaire de rendre nos données disponibles. Et là, à partir de ce moment-là, les stratèges marketing qui servent un peu des adresses IP, de la navigation, tous et chacun pour se promener des médias sociaux aux journaux, aux produits de consommation, bien là, si les gens ne donnent pas l'autorisation d'utiliser leurs données personnelles. Et là, je pense que là, on va assister à une deuxième révolution, une deuxième clash qui va se passer. Il y a un autre phénomène aussi, c'est qu'il y a certains groupes sociaux, ou même les nouvelles générations, ont quitté le phénomène des médias sociaux. Ils sont ailleurs. T'sais. Ce sont des univers qui sont... Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi, je pense qu'ils ont peut-être quitté Facebook de manière visible. Ils sont ailleurs. Ils sont ailleurs, c'est ça. Ils vont être sur des sites, en fait... Puis l'ailleurs est fractionné, alors que Facebook avait quand même... Oui, et là où je te rejoins, c'est fractionné et non public. Parce que souvent, quand on parle, par exemple, d'applications de messagerie, ils vont être sur Instagram, mais ils vont se chatter. Ils vont être sur Twitch, par exemple, avec la PlayStation. Donc, ce sont des plateformes qui ne sont pas forcément publiques, avec lesquelles, nous, en tant que marque, si on a une entreprise, on a plus de misère à aller le rejoindre. Écoutez, il y a quelques années, on disait... Je pense que c'était 70%, ce qu'il appelait le Grey Social, le Grey Web. Il disait 70% de ce qui est communiqué en ce moment à l'échelle mondiale se fait à l'extérieur des sphères publiques. C'était le bon vieux courriel.
Parce que souvent, hein, on envoie un courriel à 10 de ses amis, puis on partage l'info. Ça, il n'y a aucune manière de tracker, de mesurer ça. Mais de plus en plus, c'est via les applications de messagerie. Quand tu envoies un messenger directement à quelqu'un, tu envoies un texto, c'est difficile d'aller s'immiscer dans la conversation. Donc, 70% des communications à l'échelle mondiale sont estimées à être sous le radar. Donc, le 30%, les entreprises, bon, on essaie d'aller interagir sur le Facebook de quelqu'un, l'Instagram de quelqu'un. Je vais s'assurer qu'ici, on a encore notre image. Donc, il faut faire attention. On est quand même juste avec le tip of the iceberg, comme on dit. T'as pas l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un phénomène qui devient une masse, en tout cas, il y a une masse critique en termes... C'est facile pour les stratèges de marketing ou les stratèges publicitaires d'identifier des comportements pour rejoindre les clientèles, que se créent d'une façon parallèle des groupes en dehors de l'espace commun ou de l'espace public. Ouais. Et moi, j'assiste, je vois des enfants plus jeunes être en dehors de l'univers conventionné dans lequel moi, je travaille actuellement en marketing. Là. Oui, mais je pense, au même titre qu'il y a une quinzaine d'années, on annonçait la mort du courriel, le courriel est encore là. On avait annoncé la mort de la radio, de la vidéo, puis de la télé. Souvent, on prend la poudre d'escampette, là, où je sais pas, c'est pas le bon terme, là, mais on s'énerve, on se dit, non, il se passe de quoi? Ben, c'est un peu le même principe. On a dit, le courriel est mort. Non, pour les jeunes, les plus jeunes, le courriel, c'est la manière officielle de communiquer, mais c'est encore dans les universités, dans les écoles, ça demeure. C'est un peu le même principe. Facebook, pour les 20 ans et moins, je dirais, voire même 25 ans et moins, c'est plus l'endroit in, là, parce que justement, mon oncle, ma tante, grand-maman est là. Dès que maman s'est inscrit sur la page Facebook de Mais pour les écoles, pour les cégeps et autres, ça demeure encore un outil de communication. Donc, ils vont y être pour des raisons officielles. Ils vont se faire un spotted, ils vont se faire des groupes privés, mais ils vont aller sur d'autres plateformes, effectivement, plus cool pour les communications. Mais je veux juste revenir à un point, parce que je te posais la question. Oui, parce que je voulais te relancer. Toi, qu'est-ce que tu penses de... Mais moi, je pense que là, le contexte actuel, c'est un peu la tempête idéale pour peut-être ouvrir l'opportunité à une nouvelle plateforme qui pourrait peut-être venir chercher une part importante du marché. D'ici là, moi, quand je vois les gens qui disent « je quitte Facebook », en tant qu'individu, je respecte ça. Mais pour l'entreprise, est-ce qu'il y a une autre plateforme en ce moment où on peut aller rejoindre cette quantité de gens? Et non seulement on est actif sur Facebook, on y est beaucoup tous les jours. Et encore, mettons les choses en perspective. J'étais sur un groupe de discussion dans la dernière semaine où les gens posaient, avez-vous remarqué dans votre entourage une désaffection? Puis la majorité des gens ont répondu, aucun impact. Il y a des gens qui ne savent même pas. On lit dans les journaux, on en parle beaucoup. Mais pour bien du monde, là, ça continue de participer à des concours pour savoir t'auras l'air de quoi, si t'es un homme, si t'es en femme, si t'étais une star d'Hollywood, tu ressemblerais à quoi. On voit tous passer là, les concours, les trucs bien drôles. Les gens continuent. Donc, si je suis actif sur Facebook et que j'y ai une présence en tant qu'entreprise, en tant que marque, c'est l'endroit où je vais aller te rejoindre. Oui, je peux faire des campagnes avec Google AdWords, mais Facebook, c'est mon autre outil. Google et Facebook représentent 70 à 80% de l'investissement numérique à l'échelle mondiale. J'ai participé avec 2 clients sur le comportement des consommateurs dans l'univers web à la recherche des preuves de satisfaction. À la recherche de? Des preuves de satisfaction. OK. C'est-à-dire que une fois que j'ai trouvé mon produit, avant de cliquer « j'achète » ou avant de faire la commande ou avant de me déplacer en magasin, j'ai trouvé ma laveuse sécheuse, j'ai trouvé ma paire de jeans. Je cherche quelque part dans l'univers du web des preuves de satisfaction. Des témoignages ou des... Soit des consommateurs. Ouais. Et souvent, la page Facebook d'une entreprise ou d'une organisation, c'est souvent l'espace de dire, écoute, moi, je suis content, j'ai été dans telle destination, je suis heureux, j'ai eu un bon service, etc., etc. Et c'est pour ça que je pense que ça va demeurer. Parce que les gens veulent, dans leur mise en scène sociale ou leur mise en scène, faire des témoignages aussi de trucs qu'ils ont appréciés ou des plaisirs qu'ils ont eu dans la vie. Tu mentionnes la preuve de satisfaction et j'ai rédigé un article récemment qui parlait dans le domaine de l'industrie touristique, en fait. Ça a longtemps été TripAdvisor et Booking.com qui étaient les 2 leaders où ce que les gens écrivaient des commentaires ou un avis sur l'expérience qu'ils ont eue. Booking, de peine et de misère, est encore numéro 1 en 2017, mais en 2018 devrait être supplanté par Google. Les reviews, donc les commentaires qu'on a sur Google. Et Facebook est passé en 3e place,
Google et Facebook n'étaient même pas sur le radar il y a 2 ans dans le top 5. Ils sont maintenant rendus en numéro 2 et numéro 3. Et TripAdvisor est passé en 4e position. Donc, il y a aussi un changement dans cet écosystème-là. Tu sais, il y a des leaders dans certaines industries. Ben, tu as Google, Facebook, à la limite, on pourrait dire Apple et Amazon, le fameux GAFA, qui prennent vraiment une omniprésence. Ça fait partie d'autres sujets qu'on pourrait aborder dans le cadre de cette émission-ci avec l'intelligence artificielle, la vie de tous les jours. La présence de Google Home, la cueillette de données, je dirais, silencieuses, qui se profile actuellement à l'horizon. Déjà, les capacités technologiques, l'intelligence artificielle permet, avec des caméras, avec des micros, avec des Google Home ou tous les autres produits, de venir capter silencieusement des sujets, des conversations, des intérêts, des ambiances. Alors là aussi, on va frapper, à mon avis, un jour un mur sur l'acceptabilité sociale, jusqu'où la limite est permise dans cette intrusion et cette permission d'aller chercher du data sur le comportement humain. En quelque part, Cambridge Analytica et l'histoire avec Facebook aura permis, je pense que c'est ça le learning qu'on fait de tout ça, c'est que ça aura permis de sensibiliser aux enjeux de vie privée. Malheureusement, je pense qu'il y a encore des utilisateurs qui vont continuer d'être récalcitrants, à la limite de s'en foutre, si tu me pardonnes l'expression, mais au moins, je pense que dans le public, on le voit avec les médias de masse, la couverture qu'il y a eu dans tous les grands médias, je pense que ça leur a eu au moins ça de bon. Et si effectivement législation il y a, ou d'un point de vue gouvernemental, il y a un regard plus strict qui est mis là-dessus, je pense que c'est nécessaire, parce que le Far West a utilisé l'expression, là, je pense que ça... Je pense qu'on était à la fin là, de cette liberté à outrance de ces géants-là. Et je pense que les législateurs vont encadrer là, certainement l'exercice de ça. D'ailleurs, dans le phénomène commercial, puis on va probablement prendre comme sujet dans nos prochains podcasts, fake news, les nouvelles inventées, tout ce qui est fabriqué, même en compétition des entreprises entre eux, du point de vue commercial, il y a des gens qui payent actuellement là, des spécialistes de marketing pour faire de la fausse nouvelle ou de la mauvaise réputation. Scoop pas le sujet de notre prochaine capsule. Là. Je voulais juste ouvrir quand même une parenthèse pour moi. C'est là qu'on est il y a un odieux dans cet univers-là. En fin de semaine, il y avait la manifestation à Washington contre les armes suite au massacre de Parkland dans une école secondaire aux États-Unis, en Floride. Mais il y a eu comme phénomène le lendemain de la manifestation, il y a une jeune Gonzalez, je pense qu'elle a... Emma Gonzalez, Gonzalez, 16 ans, 17 ans. Ah oui, avec l'image. Ils ont pris une image où elle déchirait un calendrier, je sais pas trop. Non, elle déchirait une cible sur laquelle on tire. Et quelqu'un a manipulé l'image pour en faire un déchirement de la Constitution américaine et poster ça à des millions de personnes pour discréditer cette fille-là dans un intérêt, bien entendu, de défendre soit le lobby des pros-armes ou soit la National Rifle Association. On n'a pas fini d'en parler, mais écoute, parce que je pense que c'est ça, hein, on abordait ce sujet-là, mais il y avait aussi il y a des questions d'entrepreneurs qu'on voulait prendre. Bon, dans une autre section qu'on veut habituer, là, qui est vraiment une section des questions de la semaine ou des questions qu'on a vues de certains entrepreneurs sur des enjeux du marketing. Cette semaine, on s'en est... En tout cas... Ben, toi, tu as un client qui t'avait posé une question. J'ai un client qui m'a posé précisément la question, qu'est-ce que je fais avec... est-ce que j'intègre dans mon entreprise une stratégie de contenu pour toute ma stratégie web et ma stratégie marketing là, des prochaines années? Est-ce que tu me recommandes d'introduire une stratégie de contenu maintenant dans mon planning? Là, qu'est-ce que tu lui as répondu? Ben, tu sais, la première question, c'est super la stratégie. Le storytelling, les stratégies de contenu, c'est super. Maintenant, la première question, c'est as-tu quelqu'un chez vous qui est capable de produire du contenu? Puis souvent, les entreprises, l'idée est super bonne, mais j'ai pas le temps. J'ai personne chez nous qui est capable de produire du contenu. Oui, c'est bon pour la réputation, la crédibilité, le positionnement, ça alimente favorablement les moteurs de recherche, on le sait. Hein? Quand tu as de la publication fréquente qui se fait, des fois que les recherches des mots-clés, une bonne stratégie intelligente des intérêts de tes principaux clients, ben, tu finis par devenir une référence dans ton domaine d'expertise. Puis ça, ben, c'est winner comme stratégie marketing. Oui, puis c'est drôle, hein, parce que moi, le marketing de contenu, c'est extrêmement important, mais j'aurais tendance à dire que ça dépend
du modèle d'affaires et de l'industrie dans laquelle on évolue. À titre de consultant, moi, le marketing de contenu, c'est, je dirais, c'est mon pain puis mon beurre. Depuis que je me suis lancé à mon compte il y a 6 ans, c'est les articles sur mon blog, c'est un vlog, un podcast comme celui-ci, s'insère naturellement dans la démarche. Suite à ça, les gens te contactent pour des mandats ou pour peu importe le suivi. Cependant, j'aime beaucoup l'analogie que faisait, je pense, c'est Mark Schaefer, un spécialiste marketing américain, qui disait, des fois, quand tu as juste besoin d'un hamburger, tu vas dans un magasin, tu as besoin d'un hamburger. Tu n'as pas besoin d'un storytelling autour de ça. Donc, il y a certains produits pour lesquels le storytelling, jusqu'à un certain point. Encore là, certains, juste mettre l'écran ici à jour, dans certains contextes, McDonald's, si je reprends l'exemple du burger, McDonald's a déjà fait à un moment donné une initiative où il répondait à plein de questions sur son site web. Mais McDonald's, tu parlais de ressources, c'est des grosses compagnies. Alors, c'est une excellente question que tu poses à l'entrepreneur qui te dit, est-ce que je devrais mettre une stratégie de contenu en place? Moi, souvent, c'est oui, effectivement, je vais poser la question, est-ce que tu as les ressources pour assurer ça? Mais des fois même, je vais poser la question, est-ce que c'est vraiment ta première priorité? Regardons certains autres trucs. Est-ce que si je vais sur ton site web est conçu, il est adapté pour la réalité mobile de l'utilisateur d'aujourd'hui, il a été bien, d'un point de vue de référencement, il a été bien monté avec les titres, les métadescriptions, est-ce que ton SEO est bien fait? En d'autres mots, est-ce que la base, la fondation de ta maison est là? Pour moi, le marketing de contenu, c'est comment tu habilles la maison. Comment tu rends la maison plus attractive pour que les gens disent « Wow, je veux rentrer dans cette maison-là, ça a l'air beau. » Mais est-ce que la fondation est mise? Est-ce que le toit est mis? Et malheureusement, il y a des gens qui disent « Ah, Instagram, ça a l'air que c'est hot, on va sur Instagram. Hey, Snapchat pour les jeunes, c'est bon, on va sur Snapchat. » Time out. Exactement. Tu as peut-être d'autres besoins avant. Là. Déjà, ton site web travaille là-dessus. Tu as des bases de données incroyables. Pourquoi tu n'envoies pas une infolette, une bonne structure? Là encore, ça devient du contenu. Qui va l'alimenter, ton infolette? C'est là qu'on assiste à un phénomène de une idée, un guide d'une nouvelle tendance à la mode. Puis là, on arrive dans une entreprise, puis là, il faut défaire ces raccourcis-là parce que pour avoir une bonne stratégie marketing, puis un bon positionnement, puis une croissance dans ton marché, parce que ton objectif, c'est de vendre, ben il faut que tu construises, il faut que tu produises du sens. Je vais revenir à la question de la stratégie de contenu dans une firme que j'ai accompagnée, qui n'avait pas nécessairement les ressources, mais ils ont été extrêmement intelligents et habiles dans une stratégie de contenu. Ils ont demandé à des étudiants dans leur domaine d'expertise, une firme d'ingénierie, des étudiants de faire des recherches sur toutes les percées, les nouveautés, les articles scientifiques, puis d'écrire un petit article dans lequel il les payait 200$. OK. Donc, ces étudiants-là faisaient une curation de contenu. Curation de contenu, alimentaient l'entreprise, puis lui publiait sur son site, dans une section un peu qui ressemblait à un blog. Donc, l'idée est intéressante, mais tu dis 200$ par article. Il y avait quand même un minimum. Il y a un budget à octroyer, là. C'est pas gratuit. Pense-y, là, mettons 2000$, tu as une dizaine d'articles, 10 articles publiés avec toute la stratégie des moteurs de recherche. Parfait. On a une stratégie extrêmement intéressante. Lui, c'était une firme qui n'avait pas eu cette réputation-là les dernières années d'être à la fine pointe de la technologie ou des idées ou de l'expertise. Il a complètement changé son domaine. Et effectivement, il a monté en termes de crédibilité puis de notoriété parce que les moteurs de recherche poussaient constamment, parce qu'ils publiaient. Donc, tu sais, c'est des idées très, très simples, efficaces. Puis là, ça soulève un autre enjeu, évidemment, rendu là, parce que les contenus sont créés, mais comment on amplifie ces contenus-là? Bien, je présume qu'il y a quelqu'un en place qui a amplifié ces contenus-là sur différents médias sociaux. Des images, des choses comme ça. Okay. Mais ça a venu répondre justement à une stratégie de contenu. Moi, c'est excellent. Moi, j'ai eu aussi une question cette semaine, et avant de vous la poser, qu'on se la pose et qu'on en discute, on ouvre la porte tout de suite. Suite à ça, là, envoyez-nous vos questions. Ça va nous faire plaisir dans les prochaines capsules d'y répondre. On aime ça être dans le concret, donc on aborde des sujets concrets avec vous, là, mais on espère pouvoir continuer de le faire avec de vos questions. Donc, puis on s'engage à prendre au moins une question ou deux des gens du public qui auront commenté là, en bas de l'écran. Oui, nous envoyer ça par courriel ou sur nos médias sociaux. L'information devrait être au bas de l'écran au moment où on se parle. Donc, la question que j'avais est un peu en lien avec ce qu'on a abordé dans le premier volet, c'était
Frédéric, compte tenu de ce qu'on voit depuis le début de l'année, que l'annonce de Facebook, que la portée organique est en train de baisser, compte tenu du désintérêt en ce moment, est-ce qu'on devrait arrêter nos efforts ou cesser nos efforts sur Facebook? Alors la question était un peu à deux volets, parce qu'il me disait, est-ce que je devrais cesser mes efforts de manière organique ou est-ce qu'on va juste placer de la pub? Et il y en a d'autres qui disaient, est-ce qu'on devrait pas tout simplement se retirer? Alors, tantôt, j'ai répondu à l'aspect se retirer, je pense pas que c'est une bonne idée, mais... C'est intéressant parce que... Qu'est-ce que t'en penses? On est rendu là, hein? Ben, je pense. Je pense que les gens qui ont développé une stratégie Facebook sont tous arrivés au bout de la chaîne. Tu sais, ceux qui l'ont fait sérieusement, là... Qu'est-ce que tu veux dire sur d'arriver au bout de la chaîne? C'est-à-dire que, mettons que je me suis développé un positionnement, j'ai invité mes clients, mes amis, mes connaissances. Puis là, j'arrive, j'ai 500 abonnés, ou 5000 abonnés, ou 100 000 abonnés. Puis là, il y a un plafonnement qui se passe. Il y a comme un plateau qui est atteint. Et là, je pense que, outre le fait que on pourrait tellement aller dans une autre direction, c'est-à-dire les relations publiques, les affaires publiques, le positionnement public pour être capable d'alimenter nos médias sociaux. Il y a beaucoup d'entreprises qui maintenant ne vont que vers la publicité au lieu de continuer à développer d'une façon organique leur stratégie médias sociaux. Et ça, on le voit. Là. On assiste là. Ouais. Tu sais, il y a eu un phénomène dans les 5 dernières années où on cherchait des ressources partout. Là. Il y avait plein de gens qui devenaient des spécialistes de médias sociaux. Les conférenciers, écoute, il y avait tous les angles possibles. Il y avait des gens, puis il y a des gens qui sont très, très bons avec des appareils de surveillance. Mais je suis content de voir qu'il y a quand même une certaine professionnalisation de l'emploi qui se fait. Là. Des gestionnaires de communauté, d'ailleurs, il y a une association qui est en train de se former au Québec. Il y a des écoles, il y a des diplômes. Il y a plusieurs. Donc, tu sais, il y a encore, évidemment, un peu de n'importe quoi, là, de la nièce serveuse mannequin qui s'improvise gestionnaire de communauté à 12 $ de l'heure. Grand bien vous fasse si ça fait un job. Mais en général, c'est une extension de la marque qui se retrouve sur la plateforme sociale la plus populaire. Les entreprises ont compris aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui doit être imputable dans l'entreprise pour ce poste-là, ou sinon, on l'impartit à une pigiste ou une agence, mais que c'est un rôle quand même crucial. Donc, au moins, il y a ça. Mais ceci étant dit, placer juste en pub, selon moi, c'est une erreur, parce que ce que peut-être peu de gens savent, c'est que quand on place de la pub sur Facebook, on a un score de pertinence, au même titre que sur Google, on peut avoir l'index de performance de sa publicité. Et parmi les critères, c'est bien sûr la performance de la publicité, c'est-à-dire est-ce que les gens cliquent dessus, est-ce qu'ils ils vont sur votre site web, est-ce qu'ils font combien de temps ils restent, donc tout ce qui se passe après le clic. Mais un des éléments, c'est aussi la performance des publications organiques de la page. Donc, une page qui déciderait de dire je vais faire que la publicité, il y a une variable au niveau des publications organiques qui va jouer en sa défaveur. Donc, on ne peut malheureusement pas dire je lance la serviette, je ne fais plus de publications organiques. Je pense qu'on doit garder un minimum. Cependant, on va vouloir retravailler notre manière de publier, soit qu'on va vouloir susciter plus d'interactions, on va faire du Facebook Live avec des diffusions en direct, on va faire des sondages. Les concours, toujours un peu dangereux parce que des fois, le concours comme réflexe, quand c'est pour tout le monde et son frère, c'est moins efficace. Mais si c'est bien aligné avec votre marque, que vous respectez les termes et conditions de la plateforme et que vous en faites 2-3 fois par année, c'est une manière de susciter de l'engagement. Donc, je pense que tout le volet de la publication organique va demeurer. Peut-être qu'on va mettre un peu moins d'efforts. La publicité devient importante, mais c'est un tout. Alors, on ne peut malheureusement pas jeter complètement le bébé avec l'eau du bain. Là, c'est le cas de le dire, parce que dans ce cas-ci, si les deux interagissent ensemble, c'est ça qu'il faut comprendre. On ne peut pas juste dire j'arrête de publier organiquement, puis je fais juste passer de la pub sur Facebook. Vous allez avoir des performances moindres. Moi, je trouve qu'on est toujours dans une espèce de balancier. Quand mes clients ont vu le phénomène de Facebook, ils ont tous voulu faire le virage pour l'intégration de Facebook ou des médias sociaux à l'intérieur de leur stratégie de communication. Puis, ce qui était formidable avec Facebook, c'est que je pouvais avoir le nombre de personnes précises, avoir un portrait par rapport au placement traditionnel. Dans la mesure où on se fiait à l'analytique que nous donnait Facebook. Exact. Pas toujours, mais bon. Exact. Là,
on a un phénomène que c'est les gens eux-mêmes qui font leur propre stratégie de placement publicitaire. À partir d'informations, puis tu sais, Google, pas Google, mais Facebook offre toute la possibilité, à partir des clientèles identifiées, des zones d'intérêt, de faire ton placement, puis d'avoir 50 000 personnes rejointes, 25 000 personnes, je veux la Rive-Sud de Québec, je veux la Rive-Sud de Montréal. C'est fantastique, tu sais, pour ça, mais fondamentalement, est-ce que j'ai atteint l'objectif du pourquoi? Ça a-tu un impact sur ma croissance de mes ventes? C'est là que moi, je trouve que des gens d'expérience en marketing vont ramener ça sur l'essentiel par rapport au phénomène. Puis là, des gars, toi comme moi, on est au cœur du métier qu'on fait. Mais, c'est drôle parce que tu parles justement de ramener ça aux ventes, puis justement, ça aussi, c'est une situation avec laquelle je suis souvent confronté. C'est que les gens vont me dire, écoute Frédéric, on est sur Facebook, puis là, on a moins de ventes qu'on avait. Je reviens encore au principe. Quel était l'objectif qu'on avait en amont? C'était toujours la fameuse question, pourquoi on faisait la fameuse initiative? Et ce qui se passe aussi, puis c'est ça qu'il faut réaliser, c'est que Facebook n'est pas qu'un outil de vente. Tu as parlé tantôt de positionnement au niveau de relations publiques, au niveau de l'image. C'est un outil de service client aujourd'hui. Tu peux intégrer la fonctionnalité Messenger. Donc, mettre ça en action, les gens peuvent te contacter, c'est du service client. Êtes-vous ouvert ce soir? J'ai une question par rapport à tel article, le vendez-vous? Pourquoi il est 19,99? Je l'ai vu là. Ça devient un outil, au même titre qu'avant, c'était le téléphone ou c'était quand les gens viennent en personne. C'est de la recherche et développement, de certaines personnes qui posent des questions. C'est une communauté qu'on alimente avec donc tout ce qui est les informations qu'on peut aller chercher, la notoriété. Donc, ça va bien au-delà des ventes. Et ce que je trouve dommage, c'est que on est encore, presque 10 ans après l'avènement de Facebook, on est encore beaucoup dans le réflexe vente. C'est normal, parce que l'entreprise qui fait des efforts sur le web, dans le numérique, c'est sûr qu'en quelque part, tu veux que le téléphone sonne, tu veux que l'article sorte, tu veux vendre. Sauf qu'il arrive un moment où tu te dis, oui, mais les ventes, tu as un site web qui doit être performant pour ça, peut-être que tu as d'autres outils comme l'infolette avec un newsletter promotionnel. Facebook peut jouer un rôle, doit jouer un rôle là-dedans, mais c'est pas forcément l'outil de vente numéro un. Il contribue à une espèce, on utilise des fois le terme un peu galvaudé, mais quand je parle de l'écosystème numérique, c'est ça. C'est que tu as différents points d'ancrage où les gens peuvent te contacter et te découvrir. Ça peut être sur Facebook, ça peut être sur ton blog, ça peut être via l'infolette, ça peut être via une image sur Instagram. Tu parles de stratégie de contenu, c'est ça. À quoi sert Facebook? À quoi sert ton Instagram? À quoi sert ton site web? Avez-vous bien défini le rôle que tout et chacun doit jouer? Et à ce moment-là, ben, c'est là que tu vas répondre, je reste-tu sur Facebook ou pas? Est-ce que tu as vu chez un de tes clients ou un client que tu aimerais peut-être avoir qui a une bonne stratégie de Facebook par rapport à sa stratégie de commercialisation? Est-ce que tu en vois un en termes d'équilibre? On en voit. Moi, je pense qu'au Québec, aujourd'hui, on voit de plus en plus d'entreprises. Pensons, je regarde Hydro-Québec, par exemple. Hydro-Québec a une présence médias sociaux, c'est bien identifié. Il était en retard à un moment donné. Ils ont rattrapé. Tout à fait, tout comme Bell et des grandes compagnies. Mais aujourd'hui, on voit que ils vont avoir, et même dans la dernière année, on a vu des exemples d'Hydro-Québec qui se permettaient avec des petits clins d'œil de faire des petites pointes aux Canadiens de Montréal durant la saison hivernale. J'ai vu aussi des annonces dans les médias sociaux de panne d'électricité de secteur, puis des annonces de retour d'électricité. Là, on est rendu... Mais c'est ça, il y a des municipalités qui prennent... Mais tu me posais la question, je te disais, ben ça, c'en est un qui me vient à l'esprit rapidement, de dire, ben qui ont décidé de prendre... Alors peut-être que Twitter va avoir une fonctionnalité dans l'immédiat de répondre à des pannes de service ou autres, et alors que sur Facebook, des commissions scolaires, par exemple, vont utiliser, même s'ils ont un site web, ils vont dire consultez la page Facebook pour des informations à jour sur la fermeture pour des tempêtes de neige ou autres. Donc, on voit ça, mais honnêtement, pour répondre à ta question, je n'en vois pas tant. Il y a de plus en plus d'entreprises qui vont quand même faire l'effort d'avoir une stratégie de dire telle plateforme répond à tel besoin, et à ce moment-là, la gestion qu'on va en faire va être en fonction de ce besoin-là. Parce que comme Twitter, par exemple, on sent une évolution, mais c'est encore un fil de presse, un fil de nouvelles. Oui. Puis il y a un événement dans le monde, sa planète, le premier réflexe, je ne sais pas toi si tu fais la même chose,
je m'en vais voir sur Twitter. Ouais. J'ai toujours un citoyen, un reporter, un journaliste, quelqu'un ouais. qui filme un événement. Il y a une situation, il y a une gestion de crise, il y a quelqu'un qui s'est empoisonné. Des informations sur Twitter sortent beaucoup plus rapidement que d'autres. Mais Twitter, il faut que je sois conséquent. Sur mon blog, il y a presque 2 ans, j'avais annoncé la mort de Twitter. C'est pas mort encore. C'est pas mort encore, c'était avant l'élection de Trump. Alors, je pouvais pas deviner que Twitter était pour devenir le canal de communication officiel de la Maison-Blanche. D'accord? Mais il y a une raison pourquoi j'avais dit que, selon moi, la fin était imminente. Et c'était ma perspective marketing qui disait ça. C'était que dans tous les événements... Moi, dans ma perspective d'affaires publiques, de relations publiques, je ne pourrais pas annoncer la mort de Twitter. Parce que je sais que tous mes clients ont des stratégies sur Twitter. Je vais te poser une question alors. Dans tous tes clients, combien ont investi en campagne publicitaire sur Twitter dans la dernière année? Pas beaucoup. Alors voilà, c'est là ma réponse. Et moi, dans toutes les formations que je donne, dans toutes les conférences que je donne, j'ai 100 personnes devant moi. Je pose la question, parmi vous, qui, dans la dernière année, a fait une campagne sur Google? Tu vas avoir les 3/4 des gens qui lèvent la main. Combien ont fait du Facebook Ads? La moitié de la salle au moins. Combien ont fait une campagne publicitaire sur Twitter? Il y a une mouche que j'entends voler dans la salle. Mais si je fais une stratégie de contenu dans mon marketing, Twitter devient intéressant. Mais c'est pas payant. Moi, mon point, quand j'ai annoncé la mort de Twitter, c'était ça, simplement pour dire, si personne achète des campagnes publicitaires d'un point de vue marketing, là, son modèle d'affaires, comme tous les autres médias sociaux, repose sur la vente publicitaire. Si personne achète de pub, à terme, c'est ça que je disais, c'est une super plateforme, là. J'ai un compte sur Twitter, j'ai 12 000 abonnés, j'adore, je suis des gens. De toute façon, ça coûte rien. Oui, mais était là, mon point de vue était là, je disais pas je souhaite la mort, puis non, c'est juste que je me disais, écoutez, si personne, si la monétisation de la plateforme n'est pas revue, il va y avoir un problème à moyen terme. Comme je disais, là, c'est leur modèle d'affaires. Bon, c'est sûr. On divague un peu, mais bon, c'est quand même... en même temps, on n'a jamais eu un président américain se servir de Twitter comme plateforme informationnelle pour faire sa propagande, mais n'empêche que c'est un outil communicationnel important, puis dans une stratégie marketing, tu dois quand même lui laisser une petite place. Mais on s'entend là-dessus. On s'entend que, surtout d'un point de vue affaires publiques, tu le mentionnais. Par contre, la réalité que j'ai, moi souvent quand je travaille avec les PME au Québec, quand tu disais tout à l'heure, la firme qui a de la misère à avoir quelqu'un pour gérer ses contenus, moi souvent c'est là qu'est le problème. Je travaille avec des PME qui me disent, Frédéric, on a toute la misère du monde à le site web ou à poster sur Facebook. Alors je ne vais certainement pas commencer à dire, hey, on y va avec une campagne sur Twitter. C'est pas prioritaire pour eux. Maintenant, dans certains contextes, pour des médias, pour des journalistes, pour les célébrités, et dans d'autres contextes de niche, Twitter est fabuleux. Tout client qui évolue dans la sphère publique, ou qu'il y a une partie de ses enjeux d'entreprise dans la sphère publique, il doit être sur Twitter. Ouais. Moi, je suis arrivé... Mais ça demeure dans la niche, parce que tu vois tous les chiffres là, d'acceptation, d'adoption à l'échelle québécoise. Twitter vivote, là. C'est quand même, je crois, 12% des internautes québécois qui ont une présence sur Twitter. Fait tu vas me dire, OK, c'est le 12% influents peut-être, ou qui sont adeptes. Oui, mais on est loin du 90% qu'on a avec Facebook. On est loin d'Instagram qui est à 30%. Je suis dans l'entreprise, il y a un problème de salubrité. Je sais que mes produits sont rappelés. Santé Canada est dans mon usine. Là. Ouais. Si ma première ligne de défense, je ne réussis pas à aligner le message correctement aux 10 000 influenceurs, journalistes qui suivent l'actualité, je suis déjà en retard dans ma préparation, ma stratégie. On se rejoint. De poste et de gestion de crise. Ben, je vais te poser la même question sur Instagram maintenant. Est-ce que tu intègres Instagram dans tes stratégies marketing? Parce que c'est un vrai phénomène en croissance. Oui, mais pour moi, la question revient encore au principe. Je prends toujours 2 pas de recul. Je me dis, quelle est la stratégie qu'on a? C'est quoi l'objectif qu'on a cette année? On vise-tu surtout de la notoriété? On est en lancement? Ou au contraire, on a une belle maturité et on cherche à rayonner ou au contraire faire des conversions sur un point précis? Parce que Instagram est un fabuleux outil de storytelling. Donc, pour ce qui est raconter l'histoire de marque, que ce soit en photo ou en vidéo, fabuleux. Maintenant, c'est un piètre outil pour générer du trafic vers un site web. Ce n'est pas un générateur, à part le lien URL que tu vas mettre dans la bio. Maintenant, il commence à intégrer avec les stories. Si on crée un catalogue, par exemple, dans Facebook, on peut acheter un produit. Donc, un festival ou un événement va mettre différents produits que tu vas pouvoir acheter dans Instagram. Mais on est dans les premiers balbutiements. Mais par contre,
avec un hashtag bien utilisé, on va être capable donc d'être repiqué. Après ça, on peut utiliser ces images-là, soit en intégrant l'API d'Instagram sur le site web ou en repostant sur notre compte Facebook. Donc, ça peut être une manière, d'identifier les influenceurs, de voir certains visuels qui sont en lien avec notre produit. Mais je reviens encore au principe, Instagram a donc un excellent potentiel si l'objectif est dans le storytelling, dans la notoriété. Par contre, si c'est pour générer du trafic, moins convaincu. Donc, il faut voir, là, moi, je pense que c'est très pertinent dans le domaine du voyage, les destinations, les hôtels, lignes aériennes, oui. Dans d'autres contextes, si je suis une école, si je suis un produit, c'est peut-être pas là que ça va se passer parce que je vais peut-être vouloir générer des appels pour mes portes ouvertes ou pour un contexte spécial pour que les gens s'inscrivent à mon programme. À ce moment-là, c'est Facebook va être plus pertinent. Donc, ce qu'il faut comprendre, là, essentiellement, puis je pense que tu le répètes aussi à tous tes clients, là, c'est que toutes les possibilités des médias ou des nouveaux phénomènes sont pas tous bons pour chacune des entreprises. Non, puis je suis sûr que c'est un élément qu'on va aborder dans les prochaines capsules. On pourra revenir puis justement spécifier les... Quand est-ce qu'une telle plateforme est adéquate pour tel objectif? J'ai vu, moi, des clients qui ont 7, 8, 9 médias sociaux intégrés, puis, tu sais, tu finis par creuser la question en disant, est-ce que vous avez une stratégie intégrée? Est-ce que vous voulez créer du trafic? Et la réponse la crédibilité? Dans le fond, ils n'ont jamais répondu à la question. Ils n'ont jamais pensé. Ils Ils ont ouvert le compte et ils ont dit, c'est tendance, il faut être sur Snapchat. Exactement. C'est-à-dire que leur stratégie, c'est j'achète un phénomène, je viens d'entendre quelque chose sur YouTube, mon neveu me parle de telle affaire, j'ai vu telle affaire à la télévision s'il écoute encore la télévision, puis les gens copient des modèles en greffant toutes sortes de trucs là, sur leur stratégie marketing. Ça fait de la pizza des fois un peu indigeste. On a répondu à la deuxième question, puis on est parti. C'est parce qu'on a tellement de choses à dire, puis l'objectif aussi, c'est pas tout dire dans la première émission, mais ce qu'on veut faire, c'est vraiment une conversation sur les phénomènes, les éléments d'actualité. On veut que les gens suggèrent aussi des sujets, des questions. Puis nous autres, dans l'exercice, on veut partager les questions les plus communes que nos entreprises nous posent. Puis qu'on est obligé de réfléchir avec eux, de les faire cheminer avec eux, que ce soit en termes de priorisation de ressources ou d'aller chercher ou d'abandonner certaines ressources spécialisées en communication ou en marketing ou en vente, puis de l'adapter par rapport à l'évolution de leur entreprise. Dans le fond, c'est un peu ça qu'on fait comme métier. Puis c'est un peu notre objectif de cette émission-là sur les grandes vérités, les choses fondamentales qui marchent dans le marketing, puis les grands mensonges qui sont des fois des phénomènes qui se passent. Oui, puis on n'a pas, je pense qu'on l'a dit au début, puis on le répète, on n'a pas la prétention d'avoir réponse à toutes les questions, à tous les phénomènes, mais justement, on espère pouvoir crever certains mythes, certaines légendes urbaines. C'est pour ça qu'on avait pensé à différents titres, là, et à un moment donné, ça nous a sauté au visage, vérité et mensonges du marketing. Puis on n'a pas voulu non plus dire du marketing numérique, parce qu'on ne va pas uniquement se confiner au web et aux médias sociaux, bien qu'aujourd'hui, ça demeurera toujours un peu une trame narrative sous-jacente, mais c'est pas que ça, je pense que... Tu sais, je vais donner un exemple. OK, vérité et mensonge. Moi, j'ai tout abandonné, mes médias, les produits imprimés. Je suis viré à 100% numérique. OK, c'est quoi ton résultat aujourd'hui? Ben voilà. Peut-être moins que j'avais avant. OK. Bon, quelle question fondamentale? La pub à télé, ça marche-tu encore? Oui, mais je devrais-tu continuer? On a mis l'an passé 1 500 000 $ en placement publicitaire. Est-ce que ça vaut la peine? Je ne devrais pas tout mettre du placement web. Ou j'ai un client qui a tout mis son argent dans le placement web, puis il y a eu une baisse de vente dans l'année, alors que tout le monde, les spécialistes du marketing, avaient dit écoute, c'est tendance, les consommateurs sont sur le web. Mais posez-vous la question fondamentale. Je vais te raconter un exemple vraiment réel d'un entrepreneur qui est un peu découragé, avait mis 25 000 $ pour faire un site transactionnel. Il avait mis tout son budget pour faire un site transactionnel. Lui, il vendait des uniformes d'infirmières. OK. Mais puis là, ça faisait 4 semaines que son site était en ligne, puis il y avait 0 transaction. Pourtant, il y avait le site le plus moderne, le plus efficace, la navigation rapide. Tous les modèles avaient été filmés, mis en scène, les prix. Écoute, c'était la Cadillac de la transaction en ligne. Il a fait le Field of Dreams, bâtissez-le et ils viendront. Pas de stratégie pour diriger ses clients.
pas d'accompagnement qui venait de changer le processus d'achat chez ses clients qui avaient depuis plus de 50 ans. Puis, quand on descendait chez son client, là, l'infirmière, là, ben, elle disait, moi, là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, même pas chez nous, d'aller sur le site Internet voir. Quand j'ai un break dans la journée, là, le catalogue est sur le coin de la table, puis là, les filles, on commande dessus là, parce qu'en groupe, ils ont des rabais, puis là, ils commandaient dans une forme d'infirmière. Ils avaient oublié de descendre chez le client, puis de savoir pourquoi ils achètent chez vous. C'est quoi ton produit? Ça, c'est classique. Quelle est ta façon de communiquer avec moi dans le... Moi, je suis le consommateur, puis toi, tu es le vendeur. C'est quoi la forme la plus idéale pour te satisfaire? On est tombé dans un phénomène de modernisation rapide. On a sauté des liens de commercialisation qui étaient naturels. Mais ça, c'est classique. On C'est oublie le tellement consommateur. ça partout. On là. oublie le consommateur. Tu me donnes cette anecdote-là, puis moi, je vais te relancer avec une autre anecdote d'il y a quelques années ça m'avait jeté par terre. C'était une petite auberge au Québec. Je ne mentionnerai pas dans quelle région, mais petite auberge là, qui a genre 10-12 chambres, OK? Qui a genre 20-25 000 $, je pense qu'il y avait 25 000 $ par année en mettre en marketing. Ce qui est quand même... C'est quand même bon. C'est quand même bon, là, parce que tu sais, c'est une petite auberge. Et il s'était fait conseiller par je ne sais qui. Tu regarde, fais un placement télé. Alors, au mois de mai, début juin, Tout son argent là-dedans. il a mis One genre shot. 22 000 là, sur son 25 000. Il reste comme plus rien. OK? Il a mis une campagne de 3 semaines à télé. Et le téléphone n'a pas sonné. Ou si peu. Et en catastrophe, il m'appelle, c'est M. Gonzalo, il avait eu mon nom, j'avais été référé, je ne sais trop comment. Qu'est-ce que je peux faire? Il dit, là, on peut se parler au téléphone, mais vous n'avez plus de budget. Même moi, si je le faisais bénévolement, vous n'avez pas de budget pour moi, vous n'avez pas de budget pour placer, vous avez tout dépensé pour une campagne de 3 semaines. Donc, le principe de tout mettre les œufs dans le panier, d'une part, mais d'autre part, est-ce qu'il s'était posé la question, mon consommateur, encore une fois, mon consommateur idéal, là, comment je le rejoins? Et malheureusement, souvent, les gens disent, la télé, ben oui, 3 semaines, mais pendant 3 semaines, tu étais quoi, au Canal Évasion? Parce qu'encore là, 20 000 $ sur 3 semaines, la production de ta pub, le placement, tu fais pas grand-chose, là. Fait que c'est une micro-niche que tu as atteint et donc la personne s'est retrouvée bec à l'eau. Je ne sais pas ce qui s'est passé après si l'auberge a fermé, mais les résultats étaient catastrophiques à ce stade-là. Donc, d'un, jamais mettre toutes les œufs dans le même panier. Puis de deux, customer centric, c'est le cas de l'infirmière ou de ton consommateur type, si dans la région de Montréal, est-ce que c'est la meilleure manière de les atteindre avec cet investissement-là? C'est pas que c'est pas bon. Si tu avais 500 000 $, tu mets 30 000, 40 000 dans la télé, tu mets un peu en radio, tu vas faire du AdWords, tu vas faire du Facebook Ad, tu vas faire... Mais c'est pas ça. Fait que, tu sais... Donc tu sais, le web, les stratégies de médias sociaux, c'est pas toujours la réponse idéale pour rejoindre ton client visé. Non, il y a... Connais-le, tu sais. Il y a une stratégie. Descends sur le terrain, fais focus group, va t'asseoir avec pour savoir pourquoi il aime ton produit, ton entreprise ou ton organisation. Ça, c'est important. Ça, c'est du vrai data. Dans le monde d'aujourd'hui, je comprends toute la compilation, tu sais, méthodique là, de l'intelligence artificielle, là. Mais l'humain, à la fin, là, il y a une décision qui appartient, il achète Ça pas. sera certainement un sujet qu'on devra aborder dans une prochaine capsule sur on arrive à la fin. Ouais. Juste pour bien préciser, on a vraiment le goût de faire cette conversation-là, d'aborder différents sujets. Il y en a des centaines et des centaines. La semaine prochaine, on a-tu un sujet déterminé d'actualité? Écoute, on avait mentionné les fake news. Exact. On a parlé des fausses nouvelles. Ben, on a parlé d'intelligence artificielle. Exactement. Il y avait un autre sujet aussi qui était... On hésitait avec un autre il y a sujet. des firmes de marketing qui fabriquent actuellement Ouais, pour les fausses nouvelles. c'est des faux blogs, Ouais. des faux articles pour être capable Donc, d'alimenter les ce moteurs de sujet-là, recherche. il y avait le sujet aussi... on avait 3-4 sujets là, qu'on s'était dit, fait qu'en limite, vous voterez puis vous me direz lequel vous voulez. Là, mais, Exact. il y avait l'intelligence artificielle aussi qu'on avait évoqué, donc de dire un peu, on va parler de ce phénomène-là, puis c'est-tu dans les nuages ou concrètement en 2018 pour les entreprises au Québec? Là, Entreprise, what's up? entreprise ou organisation, là.
Ou organisation, tout à fait. Il y avait un autre sujet, là, puis là, ça m'échappe, mais ça nous reviendra. Fréquence aussi de ces capsules-là. On avait dit qu'on en ferait, on va essayer d'en faire aux 2 semaines. À peu près Deux fois par mois. Une trentaine, peut-être 25 à 30 par année. 30 par année. C'est sûr que les périodes estivales, on va C'est y notre passer. intention. C'est notre intention. On part de la bonne façon, avec des bonnes intentions. Et puis, on va mettre au bas de l'écran les différentes manières de nous contacter, parce qu'évidemment, on va mettre ceci sous forme de podcast sur iTunes, on va le mettre sous forme de vlog sur le canal YouTube de Gonzo Marketing, sur mon blog, frédéricgonzalo.com. Toi, Denis, est-ce que tu vas Ben, sur ton dans mes LinkedIn? médias sociaux, sur ma page YouTube. Là, Exact. Puis, Donc, il y aura plusieurs manières de nous rejoindre. Et puis, Exact. c'est une première conversation, mais on voulait aussi, à poursuivre. À certains moments donnés, peut-être s'adjoindre des spécialistes, des gens qui assistent à des phénomènes, que ce soit dans le domaine du tourisme ou dans le domaine de l'économie internationale, puis qui ont ces enjeux-là de marketing, là, juste pour qu'on puisse là, encore élargir la conversation. Ça pourrait être soit un entrepreneur ou une organisation effectivement qui a un enjeu, mais aussi éventuellement on est ouvert là, s'il y a des experts, par exemple, sur un sujet plus pointu. Ou des pourrait professeurs inviter. d'université qui veulent descendre le débat chez leurs étudiants. Là, on pourrait toujours intégrer ça. Eh mon Dieu, il y a de la job, il y a de la job, il y a de la job. Ben, on vous remercie. Puis, ne vous gênez pas, faire des commentaires, des suggestions. On est là pour vous. Puis, partager l'expérience. Je pense que dans cette aventure, il y a quelque chose de généreux. C'est de partager l'expérience, puis la préoccupation, puis les interrogations des entrepreneurs d'aujourd'hui. Alors, vous nous direz si vous avez aimé cette première capsule. On ne veut que des vérités, aucun mensonge. Merci. Salut.